Bonjour, bienvenue, c'est Lex Inside, l'émission qui donne du sens à l'actualité juridique. Du droit et rien que du droit. Au programme de ce numéro, quelle est la place du droit dans notre monde? On en parlera dans quelques instants avec mon invité Laurent Fabius, médiateur au sein d'Equanime International. On évoquera ensuite l'intelligence artificielle, bilan et perspective avec Pierre Berlioz, professeur de droit à l'université Paris-Cité. Et enfin, on évoquera les restructurations. Est-ce la fin des grands PSE avec Alice Boni, associée chez King & Spalding? Voilà pour les titres. Lex Inside, c'est parti. Face aux tensions et aux mutations du monde, quelle est la place du droit? Qu'est-ce qu'on peut attendre du droit? On va en parler avec mon invité, Laurent Fabius, médiateur, également membre du Conseil stratégique international au sein d'Equanime International. Laurent Fabius, bonjour. Bonjour. Vous avez été Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, également président de l'Assemblée nationale. Donc vous avez été témoin privilégié de grandes transformations. Quel est votre regard sur notre monde et son rapport au droit? Ouais, je pense que ce qui frappe chacun, c'est l'instabilité. Bon, on a été habitué à un certain monde qui avait ses avantages et ses défauts. Mais là, tout est bouleversé. Au plan international et aussi pas mal au plan national. Et on a là un paradoxe, c'est que justement dans cette instabilité, le droit a un rôle de stabilisation. Et donc, plus que jamais, on doit avoir recours au droit. Mais au moment où on doit avoir recours au droit, ce droit est mis en cause. Il est mis en cause au plan international parce qu'il y a beaucoup de règles traditionnelles qui sont contestées. Il est mis en cause au niveau national parce que les normes bougent sans cesse, parce que les juges sont mis en cause. Donc, je crois que ce qui se passe, c'est vraiment quelque chose qui, si je puis dire, ajoute une crise à la crise. On a besoin du droit, plus que jamais, mais ce droit lui-même est contesté. Est-ce que vous avez un exemple concret en tête de cette évolution? Oui, j'en ai beaucoup. Le rôle du droit indispensable, je pense à une matière que je connais très bien, qui est l'environnement, le climat, le numérique, d'autres encore. C'était des domaines où le droit ne pénétrait quasiment pas dans le passé. Aujourd'hui, il faut qu'on soit régulé par le droit, parce que le monde ne peut pas être la jungle. Mais tous ces éléments sont contestés. Et donc, plus que jamais, on a besoin du droit, mais le droit lui-même fait l'objet d'une certaine crise qui est à l'image de la crise de la société. Alors, crise du droit, mais aussi crise de la justice. On entend souvent parler ce mot. Vous comprenez que certains parlent de crise de l'institution judiciaire? Oui, moi, comme je suis quelqu'un de modéré et diplomate, je parle plutôt de tension, mais enfin, on peut aussi employer le mot de crise. C'est vrai qu'il y a une demande de droit de plus en plus forte. Et en même temps, si on prend l'exemple français, mais c'est vrai plus généralement, les institutions judiciaires ne sont souvent pas à même de répondre à cette demande. Alors, on dit c'est une question de moyens financiers, certainement, mais pas seulement de moyens financiers. Il y a aussi une certaine relation vis-à-vis du droit, et c'est là où on arrive à des choses assez nouvelles et intéressantes et positives. Je pense que l'idée selon laquelle le recours au droit passe nécessairement par un juge est une idée qui est contestable. Non pas du tout que, Pourquoi? non pas du tout que les juges ne doivent pas jouer un rôle essentiel, mais tous les litiges, toutes les contestations, toutes les questions juridiques ne doivent pas nécessairement finir devant un juge. Alors, il y a des formalités, des procédures diverses. On parle, peut-être, on va dire un mot de la médiation, de l'arbitrage. Ça veut dire qu'il faut diversifier les réponses, c'est ça? Oui, je pense. Pas du tout comme une manière d'atténuer la crise de la justice, mais l'idée selon laquelle tout problème juridique doit finir devant un juge
est une idée, à mon avis, assez simpliste. Pour autant, il ne faut pas critiquer la justice. On entend Bien sûr. beaucoup de critiques de la justice, notamment de membres politiques. Vous voyez à quoi je fais référence, à qui je fais référence surtout. Vous comprenez Vous savez, en tant qu'ancien président du Conseil constitutionnel, je serais vraiment dans une situation absurde de m'inscrire dans cette trajectoire. Non. J'ai eu l'occasion de dire qu'il ne fallait pas confondre l'état de droit et l'état du droit. Alors, pour les non-spécialistes, ça paraît un jeu de mots. Non, pas du tout. L'état de droit, ce sont les principes, eux, intangibles, qui, dans une démocratie comme la nôtre, doivent être respectés. La séparation des pouvoirs, les grandes libertés. L'état du droit, lui, qui est décidé par les parlementaires, par les élus, il peut évoluer. Mais le droit lui-même doit s'inscrire à l'intérieur de l'état de droit. Et donc, il y a des confusions qui sont faites, et certains jouent un peu sur ces confusions. notamment quand c'est débat sur l'exécution provisoire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ah oui, alors ça, c'est une question actuelle. On peut avoir des idées diverses sur l'exécution provisoire, mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a des lois qui ont été votées par le parlementaire. Et le rôle du juge, tant que la loi n'est pas modifiée, c'est d'appliquer la loi telle qu'elle est. Alors, on peut l'estimer pas bonne, et dans ce cas-là, elle peut être changée, mais ce n'est pas au juge à dire la loi n'est pas bonne. Le juge, c'est la bouche de la loi. Alors, vous avez dit la réponse ne peut pas être que judiciaire. Il y a les médiations, l'arbitrage. Quelle place pour ces modes alternatifs de règlement des litiges? Je pense que c'est d'une place déjà importante et qui va être de plus en plus importante parce que, bon, si vous voulez, la justice a ses procédures, parfois sa longueur, parfois son coût. D'autre part, il y a des litiges qui n'ont pas besoin de se trouver devant un juge. Il n'y a pas d'opposition entre les deux. D'ailleurs, les juges, dans une certaine mesure, on le sait techniquement, peuvent intervenir dans des procédures d'arbitrage ou de médiation. Mais je crois qu'il faut avoir une vision plurielle du droit. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. Pourquoi c'est important d'avoir cette intéressant. vision plurielle? Parce que le monde est très divers et tout ne doit pas remonter aux institutions administratives. Il faut, j'allais dire, une certaine souplesse, une certaine adaptation. Vous voyez, je fais ce geste avec mes mots. La question de l'adaptation, la question de la compréhension fine, la question de épouser le terrain, ça, c'est une caractéristique du monde moderne. Alors, on va venir à votre trajectoire personnelle. Vous étiez président du Conseil constitutionnel. Maintenant, quelle est votre place dans le paysage juridique? Écoutez, moi, je reste fidèle à ce que j'ai défendu toute ma vie, c'est-à-dire le droit, l'intégrité, l'impartialité. Mais là, dans ma nouvelle phase de vie, je m'engage de plus en plus vers l'arbitrage et la médiation. Alors, l'arbitrage, puisque la France m'a fait l'honneur de me désigner comme un des 4 arbitres au sein du CIRDI, le Centre international de règlement des différends en matière d'investissement. Et puis, Equanim International m'a demandé de faire partie de son conseil stratégique international et d'être un de ses médiateurs. Et donc, je pense qu'avec l'expérience que j'ai, qui est quand même un peu singulière, ça peut être utile. En un mot, qu'est-ce que vous pouvez apporter? La compréhension des conflits et des solutions pour que, dans le respect du droit, eh bien, les principaux litiges trouvent des solutions. Alors, dans quel domaine? Ça peut être des litiges entre États, ça peut être des litiges entre États et investisseurs, ça peut être aussi des conflits entre entreprises. Mais toute ma vie, au fond, j'ai fait cela, trouver des solutions. On va conclure là-dessus. Merci Laurent Fabius. Je rappelle que vous êtes médiateur au sein d'Equanim International. Tout de suite, on reste dans le cœur des grandes transformations. On va parler intelligence artificielle au service des juristes.
On poursuit ce Lex Inside, on va parler de l'impact de l'IA dans le monde du droit. Quels usages, quelles perspectives depuis l'arrivée de l'IA dans le monde du droit? On en parle avec mon invité, Pierre Berlioz, professeur de droit privé à l'université Paris-Cité, et il présidera le prochain rendez-vous Jury Connexion qui se déroulera le 17 février prochain et qui sera dédié à ces questions. Pierre Berlioz, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors c'est le moment peut-être de faire un petit bilan de l'IA depuis l'avènement de ChatGPT et des déclinaisons dans le monde juridique. Vous allez présider un prochain rendez-vous Jury Connexion le 17 février sur cette question de l'IA, du bilan et des perspectives. Aujourd'hui, justement, de quelle manière appréhendent les juristes, appréhendent l'IA? Quel premier retour vous pouvez faire sur l'utilisation de l'IA? Je pense que ce qu'on peut dire, c'est le bouillonnement. Aujourd'hui, c'est vraiment impressionnant et je trouve très enthousiasmant de voir la manière dont le monde du droit a vraiment pris le virage, on peut le dire, de la technologie grâce à l'IA. Donc on a dépassé la phase d'expérimentation? Je pense que oui, on peut le dire. Alors, pas forcément pour tout le monde, évidemment, et ça il y a un vrai sujet. On parlait à une époque de fracture numérique, il faudra faire attention à ne pas parler de fracture IA, parce que ça c'est un point, et les institutions professionnelles en ont bien conscience, on le voit à travers un certain nombre d'initiatives, mais ce qu'on constate, c'est vraiment une différence majeure entre il y a encore quelques années où moi, je me souviens d'avoir fait un certain nombre de conférences intitulées l'électrochoc numérique. Enfin, on essayait de provoquer une réaction et bon, c'était relativement calme, on va dire. Aujourd'hui, c'est parti vraiment de manière en pleine direction, très forte, avec un engouement, avec une volonté de s'en saisir et d'agir. Et ça, c'est extrêmement enthousiasmant. Et c'est nécessaire parce que l'IA, c'est vraiment un transformateur. Un transformateur. Ouais. Et si on s'intéresse aux usages, aujourd'hui, quel bilan vous faites des premiers usages? Aujourd'hui, on va dire que les premiers usages, vous évoquiez le terme d'expérimentation, ça a été ça. Tester, s'acculturer, se familiariser avec les systèmes d'IA, commencer à réfléchir un peu à ce qu'on peut en faire. Désormais, on voit fleurir les projets, les innovations, les applications dans tous les domaines, sur tout type de cas d'usage et auprès de tous acteurs, puisqu'on voit que le tribunal des activités économiques de Paris s'en est emparé. J'ai beaucoup travaillé avec eux pour ça. On a reçu le vice-président sur ce plateau. On était ensemble à cette occasion-là. Puisque j'ai travaillé pas mal avec le vice-président. On a aussi évidemment les cabinets d'avocats, les études notariales, le secteur de l'information juridique, donc les tout éditeurs. L'écosystème s'est emparé de l'IA. S'en empare et aujourd'hui crée des usages, crée des outils qui vont utiliser l'IA. Alors évidemment, toujours dans ces cas-là, dans tout foisonnement, bon, il y a aussi des écueils. C'est normal. C'est en train d'évoluer parce que profondément, c'est une transformation. On parlait, on utilisait, moi je l'utilise depuis quelques années, le terme de révolution industrielle, mais c'est la réalité en fait. On l'a connu dans l'industrie, les chaînes de production qui sont transformées par la mécanisation, par l'automatisation. Aujourd'hui, c'est la même chose. Pour vous, c'est une révolution? C'est une révolution, c'est évident. C'est une révolution, c'est l'équivalent de la révolution industrielle. Moi, je l'employais dans mon livre, l'image que le visseur de boulons est remplacé. C'est un peu pareil, en quelque sorte. C'est pas vraiment le visseur de boulons, mais le producteur du matériau de base, un certain nombre d'étapes de création de services, de production de services ou d'outils, aujourd'hui, elles sont en voie d'être automatisées. Et c'est pas que, comme on entend parfois, de
de l'automatisation uniquement de tâches répétitives. C'est bien au-delà. On va... Alors justement, c'est quoi les opportunités offertes par l'IA? Les opportunités, c'est avoir la capacité de répondre beaucoup plus rapidement à un certain nombre de besoins. Ça va de l'information de base au conseil de premier niveau. C'est la capacité aussi de défricher beaucoup plus vite un certain nombre de sujets quand on a besoin d'avoir cette première réflexion, ce débroussaillage d'une question. On va avoir rapidement un résumé. Voilà, celui qu'on connaît tous quand on est devant la feuille blanche et qu'on se dit et qu'on passe des heures à se lancer et à faire. Ben voilà, ce premier jet, il va pouvoir venir. Et ça, c'est formidable parce que ça permet de travailler sur une matière qui a déjà été défrichée et donc de pouvoir aller plus vite et de se concentrer sur quoi ? Sur l'essentiel, c'est-à-dire au sein dans ce conseil, dans cet acte, quels sont les points principaux, quels sont les points d'attention, pouvoir le signaler à son client, pouvoir ensuite être sur peaufiner ce qu'on va réaliser. C'est ça qui est formidable. Et là-dessus, il y a un point qui est essentiel, c'est-à-dire que il y a le travail que fait la machine, et puis il y a l'intervention sur la supervision. J'évoquais la chaîne. On a le même déplacement, c'est-à-dire que d'ouvrier, on devient contremaître. C'est pareil sur le droit. C'est-à-dire que il faut... Et c'est important, on sait que pour les jurys, c'est important de contrôler parce qu'on connaît les risques de l'IA, les hallucinations, mais il y en a peut-être d'autres. C'est fondamental de contrôler. C'est fondamental de contrôler parce que il faut... Pourquoi ? Tout simplement parce que dans les métiers du droit, on a une responsabilité qui est de donner le bon conseil, de rédiger l'acte. Et ça, cette responsabilité-là, elle restera humaine. Et c'est là qu'est le point décisif, c'est-à-dire que j'ai la responsabilité de l'acte, j'ai la responsabilité du conseil, je dois superviser parce que je m'engage en fait dans ce que je fais. Et donc je ne peux pas me défausser. Et puis il y a l'aspect confidentialité des échanges aussi. Il y a évidemment, ça c'est l'autre élément, l'aspect sécurité de manière plus générale. Sécurité de la donnée, être sûr que on protège les données, être sûr aussi qu'on a les corpus de droit qui sont les bons. La donnée est fondamentale, c'est essentiel parce que c'est la qualité de la donnée qui assure la qualité de ce qu'on fait, c'est la protection de la donnée qui assure la confiance dans ce qu'on fait. D'où la nécessité de supervision. On doit être vraiment toujours l'œil rivé sur ce qui est fait pour s'assurer que les données sont bien protégées, que les données sont de qualité, etc. Et ce qui est important peut-être de rappeler, c'est que le regard de l'expert, du juriste, de l'avocat, du notaire est important justement pour vérifier que ce qui est produit est conforme. Exactement, d'une certaine façon, on passe du sachant à l'expert. Avant, c'était la dissymétrie d'information, c'était je connais le droit, mon client ne le connaît pas, ou le justiciable ne le connaît pas. C'est plus vrai. On a une capacité, n'importe qui a la capacité d'accéder à la connaissance. En revanche, l'expert, celui qui est capable de décrypter, celui qui est capable d'utiliser, celui qui est capable de mettre en situation ces connaissances qui sont extraites et qui sont mises en œuvre, c'est l'expert, c'est le juriste. On va conclure là-dessus. Merci Pierre Berlioz d'être venu sur notre plateau. Merci Arnaud. Tout de suite, on continue. On va changer d'univers. On va parler restructuration. Est-ce la fin des grands PSE ? Depuis plusieurs années, les entreprises disposent d'outils alternatifs pour les restructurations. Est-ce pour autant la fin des grands PSE ? On en parle tout de suite avec mon invité, Alice Moni, associée chez King & Spalding. Alice Moni, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, avant d'entrer dans les mécanismes juridiques des restructurations, un mot sur les tendances, sur les dynamiques à l'œuvre dans les restructurations. Est-ce qu'on change de paradigme et est-ce la fin des grands PSE ?
Alors, je crois effectivement qu'on peut parler de changement de paradigme. Et d'ailleurs, on le voit, ce que vous disiez, dans les tendances, on a eu plus de 6,5% de baisse du nombre de PSE sur l'année 2025, ce qui montre bien, effectivement, cette diminution. Et je pense qu'elle peut s'expliquer par 3 facteurs. Le premier, peut-être, c'est l'acceptabilité sociale du PSE, et puis le corollaire, les problématiques d'image, réputationnelle, de communication. On l'a vu de toute façon, aujourd'hui, les PSE sont beaucoup plus médiatisés. Un deuxième facteur, c'est peut-être les coûts et le risque juridique associé à ce type de restructuration. Là encore, dans ces dernières années, une inflation du coût des PSE, et puis des risques juridiques. Exemple tout récent, le PSE Auchan qui avait été mis en œuvre et qui a été annulé par la justice. Donc là, on a des éléments qui retiennent les entreprises face à ces procédures. Et puis, dernier facteur, c'est effectivement l'émergence depuis 2017 de nouvelles alternatives à ces restructurations dures que sont les plans de licenciement collectif. Alors vous le dites, avec les ordonnances Macron, on a de nouveaux outils pour les restructurations issus de la négociation collective. Qu'est-ce que ça change vraiment dans l'architecture juridique des restructurations ? Je crois qu'il y a un changement majeur, et ce changement, c'est celui du motif économique. On a toujours eu besoin d'invoquer un motif économique. Un motif économique, ce sont des difficultés économiques importantes, significatives, des mutations technologiques, la nécessité de sauvegarder sa compétitivité ou la fermeture de l'entreprise. Donc c'est très exigeant. Et il y avait toujours ce besoin d'invoquer un motif économique. La grande différence avec les PSE qui a été apportée par ces ordonnances Macron, c'est la possibilité de mettre en place des projets de restructuration sans invoquer un motif économique, avec quand même un garde-fou, et vous le disiez, la négociation collective. Alors on va venir aux principaux dispositifs. L'un de ces dispositifs, c'est la rupture conventionnelle collective. De quoi s'agit-il ? Comment peut-elle être utilisée ? Alors c'est effectivement le dispositif phare des ordonnances Macron, parce qu'elle est issue de la pratique. Avant, même si on était dans le droit du PSE, c'était développer les plans de départ volontaires qui, malgré leur nom, étaient finalement des grandes restructurations. Et puis, les ordonnances ont finalement consacré dans la loi ce moyen de faire des ruptures du contrat de travail d'un commun accord entre l'employeur et le salarié dans un contexte de restructuration, c'est-à-dire dans un contexte de réduction d'effectifs. C'est quoi les conditions ? Alors, les conditions, c'est d'avoir un accord collectif signé avec les syndicats. On va faire valider cet accord collectif par l'administration, un peu comme pour un PSE. On a bien ce contrôle de l'administration sur le dispositif de réduction d'effectifs. Les salariés vont être candidats. On va fixer évidemment des règles pour les départager, des limites au nombre de candidatures. Et ils vont être indemnisés. Un point essentiel, c'est que ces salariés qui partent dans un contexte de RCC sont tous volontaires et vont tous pouvoir bénéficier, au-delà d'une indemnité de départ, de l'accompagnement par France Travail. Il ne faut pas que ce soit un licenciement déguisé, entre guillemets. Alors non, évidemment. Mais c'est vrai que la RCC emprunte énormément au contexte du PSE dans les limites qu'elle fixe, notamment par le volontariat. Et c'est un outil qui fonctionne bien ? C'est un outil qui a extrêmement bien fonctionné immédiatement après les ordonnances Macron et que l'on voit légèrement s'amoindrir dans les statistiques au profit d'autres dispositifs tels que la gestion des emplois et des parcours professionnels. Alors justement, vous évoquez la gestion des emplois et des parcours professionnels. De quoi s'agit-il ? Alors, c'est une sorte d'adaptation des effectifs beaucoup plus discrète, beaucoup plus acceptable socialement, et qui s'inscrit dans un dispositif plus long terme. On va dire que la GEPP, comme on l'appelle dans son nom un peu plus court, la GEPP, c'est un dispositif à froid. Il est pensé pour l'adaptation de l'entreprise à ces challenges de demain. C'est pour l'accompagner dans des transitions, c'est ça ? Exactement, et notamment l'intelligence artificielle qui bouleverse les fonctionnements des entreprises, qui va faire évoluer les métiers. Et là, on est dans une démarche beaucoup plus liée à l'évolution du fonctionnement, liée à l'évolution des effectifs.
mais elle peut servir aussi, et c'est autorisé depuis les ordonnances Macron, ce dispositif de GEPP peut servir également à réduire les effectifs. C'est quel type d'entreprises qui sont concernées par cet outil? Alors, tout type d'entreprise. En D'accord. réalité, quel que soit le dispositif, PSE, RCC, GEPP, l'important est de trouver le bon dispositif adapté à son entreprise, le bon moment pour mettre en œuvre sa procédure et surtout l'objectif à atteindre. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut s'adapter à son environnement? Est-ce qu'on veut changer sa façon de travailler? Est-ce qu'on veut réduire les effectifs concrètement? Ou est-ce qu'on veut très précisément arriver à une organisation cible tout à fait fixe? Et là, si on veut vraiment arriver à une organisation cible telle qu'on l'a définie, il faut en passer par le PSE. Alors, un autre outil intéressant, c'est l'accord de performance collective. De quoi s'agit-il? Alors, l'apport de performance collective a cette différence avec les autres dispositifs dont on a parlé, qu'il ne doit pas viser à la réduction d'effectifs. C'est une façon d'adapter le fonctionnement de l'entreprise en imposant aux salariés, par le biais d'un accord collectif, des modifications de leur contrat de travail, de leurs conditions de travail. Par D'accord. exemple, le déménagement dans un autre site ou la capacité de réduire les rémunérations pendant une certaine période. Donc, ce n'est pas une restructuration à proprement parler. C'est un changement dans l'organisation de l'entreprise qui peut avoir finalement une espèce de contexte économique, mais qui ne doit pas avoir pour objectif de réduire le nombre d'emplois dans l'entreprise. Néanmoins, si un salarié refuse cette modification, puisque c'est quand même une modification de son contrat de travail, si le salarié refuse cette modification, il sera licencié. D'accord. Mais ce sera un licenciement qui ne sera pas considéré comme un licenciement pour motif économique. Autant vous dire qu'il y a eu un certain nombre de projets utilisant l'APC de manière parfois un petit peu extensive. Et on a récemment plusieurs Ça a été décisions. requalifié, du coup, en Exactement. PSE. Requalifiées en PSE. Et là, la sanction est très très dure, puisque comme l'entreprise n'a pas fait toute la procédure de PSE, n'a pas notamment obtenu la validation de son plan par l'administration du travail, alors toutes les ruptures qui sont intervenues sont nulles. C'est-à-dire que les salariés peuvent demander leur réintégration dans Ah l'entreprise. oui, donc les conséquences sont lourdes. Les conséquences sont extrêmes. On va conclure là-dessus. Je vous remercie, Alice Moni. Je rappelle que vous êtes associée chez King & Spalding. Merci Arnaud. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À demain sur Be Smart for Change.